Ok, la connexion nous dérange là. C'est la connexion Oui, qui dérange. oui, bon. Ok, je vais voir. Parce que c'est mal arrêté chez toi. Ok. Je ne sais pas si c'est le crédit qui signale ou je ne sais pas. Bon, je sais, peut-être chez toi, hein. Peut-être chez toi. Ah, Parce que ici, nous utilisons la fibre optique. bon, je ne sais vraiment pas. Bon, alors, Bref, tu peux euh, il était même à quel niveau là? on avait terminé avec Euh, le marketing entrant, le marketing sortant. Donc, au niveau de, il fallait, on dit plongez-vous dans la peau du consommateur final pour choisir votre stratégie marketing. Je cherche le document en fait. Ok. Ok. Entrez vite. Ok, je suis presque là. Mhm. On dit, on était à la comparaison, on a fini avec ça. Oui. Maintenant, nous sommes, ok. Plongez-vous dans la peau du consommateur final pour choisir votre stratégie marketing. Oui. Pour illustrer cette idée, je vous invite à vous mettre dans la peau de Thomas, qui vient de se découvrir une passion pour le jardinage et plus particulièrement pour les bonsais. C'est quoi? Bref, les bonsais. En route pour vous acheter votre premier arbuste japonais. Vous passez devant une dizaine de panneaux publicitaires sans vraiment vous en rendre compte. Aux abords de la jardinerie, pendant une fraction de seconde, les couleurs vives d'une publicité pour de la nourriture, pour chat, attirent votre attention par hasard. Si vous êtes comme 80% des Français et donc plus ou moins 80% des gens qui passeront devant cette publicité, vous n'avez pas de chat. Peut-être même que vous êtes allergique aux poils de chat. Tout ce que cette publicité a donc réussi à faire, c'est vous rendre un peu plus familier avec le nom de la marque Miam Miaou. Toujours est-il que tant que vous n'avez pas de chat, il n'y a pas de raison pour que vous deveniez client chez eux. Ni vous, ni la vaste majorité des personnes exposées à cette publicité ne contribueront donc directement à la rentabiliser. Les affichages papier que l'on voit sur le bord de la route, dans le métro ou sur les bus sont-ils vraiment efficaces? Ça dépend des objectifs de l'annonceur. Si l'objectif est de pousser à l'achat impulsif et donc immédiat, alors dans la majorité des cas, à eux seuls, les affichages papier sont plutôt inefficaces. Si l'objectif est de familiariser le grand public avec la marque et son offre, alors à répétition et indirectement, ils peuvent s'avérer très efficaces. Vous souvenez-vous du nom de la marque de nourriture pour chat de notre exemple? Toutes les campagnes marketing n'ont pas pour seul et unique objectif le retour direct sur investissement. Certaines campagnes servent simplement un objectif de notoriété. Oui. Nous reviendrons sur les grandes typologies d'objectifs plus en détail au fil du cours. Le responsable marketing de chez Miam Miaou est donc confortable avec l'idée de ne jamais savoir précisément combien de personnes sont passées devant son panneau d'affichage, ni de combien de personnes l'ont regardé, et encore moins de combien de personnes ont montré de l'intérêt pour son offre. Cette incapacité à mesurer précisément la performance d'une campagne est une des limitations majeures du marketing traditionnel. Pour reprendre l'exemple de l'affichage publicitaire à l'instar de la publicité papier, la publicité en ligne permet bien de mesurer la performance d'une campagne que celle-ci serve un objectif de notoriété ou de retour direct sur investissement. Au fait,
Quel est le rapport entre la nourriture pour chat et les bonsais? Il n'y en a absolument aucun. Ce qui en dit long sur une deuxième limitation majeure du marketing traditionnel, le manque de pertinence. Dans notre exemple, Thomas était en route pour acheter un bonsai. Il était donc naturellement plus réceptif aux offres liées à ce qu'il cherchait. Si un des panneaux publicitaires avait présenté une offre pour une jardinière locale, Thomas aurait probablement remarqué le panneau. Le panneau aurait même pu influencer son comportement d'achat. Qu'elle passe par des techniques traditionnelles ou modernes, les sollicitations commerciales impertinentes ont le même nom de spam. Le marketing digital, en revanche, permet un ciblage plus précis et donc généralement plus pertinent. Ci-dessous, vous pouvez voir une autre bannière publicitaire pour notre fausse marque de croquettes. Celle-ci ne se trouve pas sur un site dédié aux animaux par hasard. En affichant votre bannière à côté d'un article sur les chats, vous avez naturellement plus de chances de toucher des propriétaires de chats et donc des acheteurs de croquettes. On continue. Oui, oui. Je pense que on continue puisqu'on ne fait que détailler, Argumenter. voilà, argumenter les différences entre le marketing digital et le marketing traditionnel. Donc, on peut continuer. Adopter le point de vue de l'annonceur pour choisir entre marketing traditionnel et digital. Imaginez maintenant que vous êtes l'auteur d'un livre pour apprendre aux jardiniers débutants à entretenir leurs bonsais. Comment vous y prendriez-vous pour présenter votre offre à Thomas et aux autres débutants qui veulent en savoir plus sur les plantes naines? Il y a plusieurs façons de répondre à cette question. La réponse complète et détaillée serait un plan marketing en bonne et due forme. C'est justement ce que vous apprendrez à faire dans la deuxième partie de ce cours. En attendant, pour comparer le marketing digital avec le marketing traditionnel, une réponse partielle et schématique fera l'affaire. Avec l'approche traditionnelle, en tant qu'auteur indépendant, en vous en tenant aux tactiques purement traditionnelles, vos options sont limitées. Pour commencer, vous n'avez certainement ni les moyens ni le temps d'acheter des affichages dans toutes les villes où se vendent des bonsais. Il y a aussi peu de chances pour que vous puissiez créer et diffuser un spot publicitaire sur une chaîne de télévision ou à la radio. Imprimer des flyers vous paraît abordable à petite échelle, mais très vite, vous réalisez qu'il faudra les envoyer ou les distribuer et vous n'avez ni le temps ni l'envie de faire ça. Sans compter qu'en tant qu'amoureux de la nature, vous n'aimez pas l'idée de gaspiller autant d'encre et de papier. Un beau jour, vous avez l'idée d'acheter un encart publicitaire dans Bonsai Magazine. Quoi de plus pertinent? Vous appelez donc l'éditeur pour vous renseigner. Vous lui faites part de vos inquiétudes quant à la mesure de la performance de la publicité. Mais il vous rassure en vous disant que 800 personnes très précisément sont abonnées au magazine. Convaincu, vous convenez donc de payer 1 000 € pour placer votre encart sur toute la 13e page du magazine. 6 mois plus tard, le magazine publie son édition annuelle avec votre encart en page numéro 13 et le distribue à ses 800 abonnés. Avec une marge de 20 € sur chaque livre, vous devez en vendre au moins 50 pour commencer à gagner de l'argent sur cette campagne. Il faut donc que 6% des lecteurs vous passent commande en vous appelant au numéro que vous avez mis dans l'annonce ou en vous renvoyant un bon de commande à votre adresse marketing traditionnelle oblige. Disons qu'après un mois, vous n'avez vendu que 4 livres. Le taux de reconversion de votre publicité est donc de 0,5%. Le taux de conversion est égal au nombre de conversions sur le nombre d'impressions fois 100.
Le bilan de la campagne s'élève donc à moins 920 € et 7 mois d'attente. Vous vouliez trouver plus de clients, mais au final, c'est vous qui avez déboursé le plus. Pour vous consoler, vous vous dites que les abonnés du magazine, votre cœur de cible, connaissent maintenant votre nom et votre livre. En réalité, une seule exposition à une marque suffit rarement pour former une mémoire. On dit qu'il faut en moyenne entre 4 et 6 expositions pour que quelqu'un soit capable de se souvenir du nom d'une marque. Si vous vendez un produit de niche, c'est-à-dire qu'il n'est pas de la grande consommation, je ne peux que vous déconseiller de vous limiter aux techniques traditionnelles. Dans le cas de notre auteur indépendant, il y a 20 ans, il ou elle aurait été contraint de négocier un contrat de distribution avec une maison d'édition, une chaîne de librairie ou de jardinier. Sans ça, il aurait été très difficile pour lui de vendre des livres sur les bonsais. Avec l'approche digitale, Internet a fondamentalement transformé la vie des créateurs indépendants. Il est plus facile que jamais de lancer votre produit sur le marché et ce sans passer par un distributeur. Et en un rien de temps et sans l'aide de qui que ce soit, vous pouvez donc créer un point de vente pour vos livres sur Amazon, eBay, Cdiscount ou les trois. Tout ce que ces plateformes de e-commerce vous demandent en retour, c'est une commission. Autant dit, si vous ne vendez pas, vous ne payez pas. On parle alors d'une rémunération à la performance. Si le volume d'affaires apporté naturellement par ces plateformes ne vous suffit pas, un arsenal de techniques digitales s'offre à vous pour booster vos ventes. En voilà 3 exemples parmi tant d'autres. Social media marketing. Vous rejoignez ou créez votre propre communauté de jardiniers sur Facebook. Vous pourrez alors converser directement, gratuitement et même personnellement avec tous les tomates et autres prospects connectés. Marketing de contenu. Tout gratuitement, vous pourrez toucher d'autres amateurs en créant du contenu dérivé et de votre livre, tutoriel vidéo, newsletter, blog. En plus d'attirer de nouveaux prospects, ces techniques vous permettront de vous positionner en tant qu'expert et donc en tant que référence dans le milieu du bonsai. Ces contenus viendront ensuite nourrir votre activité sur les réseaux sociaux. Publicité en ligne. Si vous voulez encore accélérer vos ventes et que vous êtes prêt à investir de l'argent, vous pouvez aussi vous essayer à la publicité en ligne. Là encore, vous pourrez cibler vos prospects avec précision et ne payer que s'ils cliquent sur vos annonces. Que vous utilisez cette technique ou l'autre, gardez présent à l'esprit que vos efforts marketing d'aujourd'hui peuvent aussi s'avérer très utiles à l'avenir. En d'autres termes, vous voulez chercher à acquérir des prospects une bonne fois pour toutes. Prévoyez donc un moyen de rester en contact et de développer une relation avec les gens intéressés par votre offre. Ainsi, vous n'aurez pas à payer pour les recontacter au moment de communiquer sur votre prochain livre. Vous pouvez développer votre audience ou acquérir de nouveaux prospects en les invitant à vous suivre sur les réseaux sociaux ou en rentrant leurs informations dans un fichier client, voire un logiciel de gestion de la relation client. OK. Obligation légale. Si vous collectez et stockez les données personnelles de vos prospects ou de vos clients, par exemple une mailing list, vous devez vous conformer aux règles de protection des données personnelles. En l'occurrence, lorsque vous manipulez les données personnelles d'un citoyen de l'Union européenne, c'est le RGPD, Règlement général de protection des données, qui s'applique. Pour en savoir plus, rejoignez notre cours dédié au respect de vos obligations en matière de RGPD. Monétiser ou simplement stocker des données personnelles qui ont été collectées
sans le consentement de l'individu est illégal. Ainsi, vous n'avez pas le droit, par exemple, d'ajouter des adresses email à votre newsletter sans l'autorisation préalable de ces contacts. De la même manière, vous avez l'obligation de permettre à une personne dont l'adresse est dans votre liste de diffusion de se désinscrire. Continue. Oui, continue. On est toujours dans le même thème. Prenez la mesure des différences entre le marketing digital et le marketing traditionnel. 5 différences. Le support en ligne, numérique et souvent en ligne. Ciblage indifférencié, personnalisé pour le digital. Planification lente et irréversible, instantanée et agile. Relation client, interruption préméditée et unidirectionnelle. Demande de permission spontanée multidirectionnelle. Performance difficilement mesurable, facilement mesurable, data driven. Le tableau que je viens de dresser renvoie une image plutôt négative et des techniques traditionnelles. Cela dit, il ne faut pas les proscrire pour autant, selon l'objectif de la campagne. Certaines techniques classées restent tout à fait légitimes. Le marketing digital n'est ni plus ni moins qu'une évolution du marketing traditionnel. En biologie, les espèces s'adaptent à leur environnement pour améliorer leurs chances de survie. En marketing, les techniques évoluent en fonction des technologies et des usages pour améliorer leur performance. Certaines techniques comme la publicité à la télévision sont même en cours de mutation. Bien que la télévision soit un support numérique, aujourd'hui, le ciblage des spots de publicité et de la télévision sont peu différenciés. La planification d'une campagne TV prend du temps et ne peut pas être adaptée en cours de diffusion. La relation client à la télévision est interruptrice. Au possible, on parle même et de coupure pure. Et enfin, la performance d'une publicité à la télévision est modérément mesurable. Tant que les nouvelles générations de télévision connectée ne seront pas une norme, doit-on voir la publicité à la télévision comme une technique moderne ou non? En fin de compte, catégoriser une technique comme étant traditionnelle ou moderne ne permet pas de dire si elle est bonne ou mauvaise pour vous et vos objectifs. Vous devez donc systématiquement analyser les forces et les faiblesses de chacune des tactiques que vous pourriez employer et les remplacer dans votre contexte. En résumé, dans cette partie, vous avez appris à distinguer le marketing fondamental dont le principal concept est le marketing mix. Il permet de solidifier sa stratégie grâce aux 4 piliers produits, prix, promotion, distribution et de son offre. Le marketing digital, un sous-domaine du marketing, il permet de décliner sa stratégie et d'approcher les consommateurs au travers des écrans. Le marketing traditionnel, qui adresse le même message à une audience large et qui sera moins efficace que le digital pour de nombreuses structures. Néanmoins, le choix doit dépendre des objectifs. Sur ce dernier point, vous avez compris les avantages du marketing digital par rapport aux méthodes traditionnelles, notamment de demander la permission aux consommateurs grâce à des techniques liées au marketing inbound, de pouvoir cibler avec précision l'audience intéressée par votre message, les potentiels consommateurs, et enfin de maîtriser, côté annonceur, la performance d'action marketing. Voilà. On a balayé ici, on a presque tout dit, on a presque tout présenté dans les avantages qu'on peut retrouver dans le marketing digital, dans les avantages qu'on peut retrouver dans le marketing traditionnel. On a pratiquement fait le tour à l'intérieur là et désormais tu es capable de savoir si ça vaut la peine de faire une communication digitale soit sur Internet ou hors ligne. Tu es capable de prendre cette décision désormais. Ça dépend de ce que tu veux comme résultat. Ça dépend de la performance que tu veux avoir en retour. Donc, avec cette partie, on est capable désormais d'avoir cette compétence-là. Alors, on va entrer dans la planification des actions.
qui permettent d'augmenter les résultats. Voilà, vas-y, continue. Tu peux boire un verre d'eau. Je continue. Oui, tu peux continuer. Clarifiez les objectifs de vos campagnes marketing. En marketing, tout commence avec un objectif. La pertinence de chaque stratégie, chaque action et chaque décision marketing s'évalue toujours en fonction de l'objectif qu'elle vise à atteindre. À chaque prise de décision marketing, posez-vous donc systématiquement la question: quel est l'objectif final? C'est un réflexe à prendre. Avant de partir de chez vous, vous avez certainement l'habitude de vérifier si vous avez bien pris vos clés pour ne pas vous enfermer dehors. À force de le faire chaque matin, ça est certainement devenu un automatisme pour vous, à tel point que vous oubliez parfois si vous l'avez fait ou pas. Ça vous arrive donc même de revérifier si vous les avez après être sorti de chez vous. De la même manière, avant de vous lancer dans un plan marketing, pendant son exécution et lors de son évaluation, répétez-vous la question: quel est mon objectif final? Définissez cet objectif le plus clairement possible et ne le perdez pas de vue. Vous ne l'atteindrez que plus vite si vous partez sur un plan marketing aux objectifs vagues. Vous risquez de vous enfermer dans un mauvais plan et donc de gaspiller vos ressources marketing. OK. À découvrir les différents types d'objectifs pour une organisation. Une organisation peut avoir plusieurs types d'objectifs. Un, la mission. C'est l'objectif global et à long terme de l'organisation. Deux, les objectifs stratégiques découlent de cette mission et orientent les décisions sur le moyen terme. Et les objectifs opérationnels sont la traduction des objectifs stratégiques de manière assez spécifique pour les rendre actionnables sur le court terme. La mission. Chaque organisation a une raison d'être. Par exemple, pour Steve Jobs, la mission d'Apple était la suivante: simplifier l'usage des technologies. Chez Manager Pep Agency, notre mission est de rendre l'éducation accessible. La mission d'une organisation est donc l'objectif ultime de celle-ci. La plupart du temps, elle est formulée en termes d'impact sociétal. Cela dit, d'un secteur à l'autre et d'une entreprise à l'autre. Les dirigeants ne se soucient pas tous de l'impact sociétal de la même façon. Pour certaines entreprises, la mission sous-jacente n'est en fait que maximiser les profits, que l'impact sociétal soit positif ou négatif. Pour d'autres, comme les organisations à but non lucratif, l'impact sociétal est la préoccupation première. En réalité, la plupart des organisations se trouvent quelque part entre ces deux extrêmes. Même si la mission de votre organisation n'est pas vraiment définie par la fonction marketing, elle va directement conditionner vos objectifs et votre stratégie marketing. Que vous travaillez pour une organisation plutôt orientée profit ou dans une organisation plutôt orientée impact social, vos objectifs et votre stratégie marketing ne seront pas les mêmes. Prenez donc bien le temps de comprendre la mission de l'organisation dans laquelle vous évoluez. Reprenons l'exemple de notre entreprise Fil Rouge. Arnaud et Zoé définissent la mission de Mimine comme étant permettre aux parents d'habiller leurs enfants du plus jeune jusqu'à l'adolescence sans gaspillage. Simplifier l'usage des technologies ou rendre l'éducation accessible. C'est plus facile à dire. Pour réaliser des missions aussi globales, vous devez définir des objectifs stratégiques. Ces objectifs vous permettront de ramener une vision à long terme sur le moyen terme. Sans cette ligne directrice, il vous sera très difficile d'organiser vos ressources. Ainsi, vous pouvez traduire la mission
permettre aux parents d'habiller leurs enfants de plus jeunes jusqu'à l'adolescence sans gaspillage. Sur un an, développer la vente en ligne pour capturer au moins 10% des parts du marché français des vêtements évolutifs pour enfants. Attends un peu. Attends un peu. J'ai comme impression que le point, c'est clarifier les objectifs de votre campagne marketing. C'est le... Chez toi, c'est quel grand point? Chez moi, c'est le grand 8. Grand 8, n'est-ce pas? Oui. Parce que tu as sauté un point. Attends. Parce que l'entreprise Mimi, là, ça, c'est une expérience qu'on est en train d'examiner. Et tu ne saurais arriver là-bas sans comprendre concrètement de quoi il est question. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, j'ai sauté le grand 7. Voilà, remonte. On était au niveau de la planification, grand 7, la planification des actions pour augmenter les résultats. Voilà, exactement. Donc, c'est de là qu'on continue, parce qu'on va entrer dans l'expérience de l'entreprise Mimine là tout à l'heure. D'accord. Si vous avez réussi le quiz de la première partie, encore bravo. Cela veut dire que vous avez bien assimilé les notions fondamentales de la première partie de ce cours. En plus d'être capable d'expliquer à un novice ce qu'est le marketing digital, vous pouvez désormais suivre et commencer à participer à des conversations avec des professionnels du domaine. J'espère aussi que votre rapport au marketing a changé. En tant que consommateur sujet des sollicitations marketing, mais aussi en tant que professionnel et peut-être futur web marketeur. À ce stade, le meilleur moyen de mettre en pratique ce que vous avez appris est de prendre l'habitude de porter un regard critique sur les sollicitations marketing dont vous faites l'objet au quotidien. Maintenant que vous êtes bien préparé, vous allez pouvoir aller plus loin et commencer à structurer votre approche. Pour ce faire, dans cette partie, je vais vous apprendre à créer un plan marketing. Voilà. Quant à optimiser vos ressources grâce à la planification. Créer et mettre à jour ce genre de document peut prendre beaucoup de temps. Est-ce bien nécessaire? Sur le court terme, ne pas faire de plan semble être un gain de temps. La logique voudrait que si vous passez plus de temps à exécuter qu'à planifier ou à évaluer, vous ferez plus de choses. En entreprise, lorsque vous êtes chargé de développer une activité, vous pouvez être tenté de mettre en place des actions à la volée au fur et à mesure qu'elles vous viennent à l'esprit et sans exécuter de véritables plans, comme dans l'exemple de l'auteur du livre sur les bonsais. Si cette attitude a le mérite d'être très opérationnelle, elle n'en demeure pas moins risquée. L'intérêt du plan marketing n'est pas de vous permettre de faire plus de choses, mais de vous permettre de faire plus de bonnes choses. Ici, par bonnes choses, il faut comprendre les actions qui servent au mieux vos objectifs. Dans la limite de vos ressources humaines, financières ou autres. En marketing, le dicton échoué dans la planification, c'est planifier son échec, prend tout son sens. On dira donc que si vous n'avez pris le temps de formaliser un plan marketing, alors vous aurez beaucoup de mal à parfaire votre stratégie marketing. Un des stratèges les plus cités dans les écoles de commerce s'appelle Zhu Zhu. Il est souvent surprenant de voir à quel point les préceptes de ce stratège militaire chinois du 6e siècle s'appliquent bien à la stratégie d'entreprise. Par exemple, ce précepte renforce très bien l'importance de la planification. Une armée victorieuse l'est avant même de livrer bataille. Une armée vaincue se lance d'abord dans la bataille et ensuite
recherche la victoire. Tout l'art de la guerre. Si on y remplace le vocabulaire militaire par du vocabulaire marketing, ça nous donne une stratégie marketing performante, avant même de lancer une campagne. Un mauvais stratège lance d'abord sa campagne et ensuite recherche la performance. Attention toutefois à ne pas éviter un extrême pour tomber dans un autre. Si un manque de planification vous desservira certainement, il en va de même pour un manque d'exécution. Parfois, trop d'analyse nous paralyse. À vous de trouver un équilibre entre planification et exécution. OK. Hiérarchisez vos efforts selon les étapes progressives. Dans cette partie, je vais vous montrer comment créer un plan marketing en 4 étapes. Chaque étape correspond à une partie du plan marketing et à un des chapitres à venir. La définition des objectifs. Précisez à quoi va servir votre plan marketing. L'étude de marché. Comprendre votre marché pour mieux atteindre vos objectifs. La stratégie marketing. Orientez vos actions pour atteindre l'avantage concurrentiel sur votre marché. Le plan d'action. Traduire votre stratégie en plan d'action sur une période donnée et dans le respect de votre budget. Il y a une seule bonne manière de créer un plan marketing. Non. D'une organisation à l'autre et d'un plan à l'autre, certains éléments sont plus ou moins indispensables ou traités de manière plus ou moins approfondie. Si vous travaillez pour une petite organisation, que vous ne vendez qu'un seul produit-service sur un seul marché, votre plan sera certainement très succinct. Au contraire, si vous travaillez pour une multinationale, que vous avez plusieurs gammes de produits ou services, vous ne pourrez peut-être pas tout centraliser dans un seul document. Je vais donc vous familiariser avec une méthodologie standard que vous pourrez adapter à votre contexte par la suite. Vous trouverez facilement des templates de plan marketing. Templates de plan marketing. Il peut s'avérer utile si vous cherchez à gagner un peu de temps et que vous les comprenez assez bien pour pouvoir les personnaliser. En suivant cette partie, je vous invite à créer votre propre template étape par étape au fil des instructions. Dans quel format dois-je écrire mon plan marketing? Attends un instant, tu connais ce que c'est qu'un template quand même? Allô? Oui, tu connais ce que c'est qu'un template? Non, non. Un template, en fait, c'est quand tu passes sur Google, par exemple, quand tu veux concevoir, je vais prendre quoi comme exemple? Tu maîtrises le fichier Excel. Oui. Voilà, supposons que tu veux concevoir un plan comptable, je ne sais pas trop. Tu peux le faire, tu peux concevoir directement le tien si tu maîtrises le fichier Excel. Mais si tu ne maîtrises pas le fichier Excel et que tu passes sur Google, tu dis là, tu tapes sur Google par exemple, template fichier Excel pour comptabilité entreprise. On va te proposer un bon nombre de fichiers déjà conçus par défaut, non? D'accord. Voilà. Le fichier qu'on te propose là par défaut, on te demande juste de récupérer ce fichier, de modifier à ta guise. C'est ça qui veut dire pouvoir personnaliser dans un template. Donc, quand tu récupères ce fichier qui a été fait par défaut, tu peux la personnaliser donc maintenant à ta guise. C'est ce qu'on est en train de dire là. Donc, en tant qu'expert en marketing, tu vas pouvoir, à partir d'un plan marketing que tu peux dresser depuis ton fichier Excel, d'en faire un template pour également aider les personnes qui n'ont pas la maîtrise du Microsoft Excel. D'accord. OK. On peut continuer. Dans quel format? Là encore, il n'y a pas de règle.
Certains préfèrent le créer entièrement sur un document texte Microsoft Word, Google Docs. D'autres préfèrent le créer dans un tableur Microsoft Excel, Google Sheets. Personnellement, j'aime utiliser Google Docs pour les parties purement rédactionnelles et lier mon document à Google Sheets pour le plan d'action qui, à mon sens, nécessite vraiment un tableur. Pour que vous n'ayez pas à passer d'un document à l'autre, je vais directement écrire les parties d'un plan marketing dans le cours, au milieu des conseils sur comment l'écrire. Utilisez le plan marketing comme boussole dans vos prises de décision. Le plan marketing sert donc à définir où vous voulez aller, quand vous comptez y arriver, comment vous voulez y arriver et quels moyens seront nécessaires pour y arriver. Autrement dit, faire du marketing sans plan marketing, c'est un peu comme partir en voyage à l'improviste. Si vous ne savez pas que vaguement dans quelle direction vous voulez aller, vous finirez peut-être par y arriver, mais dans les conditions optimales. Un voyageur marketeur avec un plan arrivera à sa destination finale objectif. En prenant les itinéraires les plus rapides, plan d'action, après avoir pesé le pour et le contre de tous les modes de transport, stratégie, en ayant étudié la ville préalable, étude de marché, en contrôlant son budget, tableau de bord. Alors qu'un voyageur sans aucun plan arrivera peut-être à sa destination finale en se perdant en chemin ou en faisant des détours inutiles, erreurs stratégiques, en prenant les premiers modes de transport qui s'offrent à lui, erreurs tactiques, en découvrant la ville une fois sur place, ignorance du marché, en payant tout trop cher dans des pièges à touristes, mauvaise gestion du budget. Bien sûr, le voyage n'est qu'une analogie. Lorsque l'on voyage, on ne recherche pas tous la performance ou l'optimisation de son temps. À chacun sa façon de voyager. Par contre, si vous voulez faire du marketing au niveau professionnel, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller là où il vous emporte le vent. Un plan marketing ne s'écrit pas de manière purement linéaire. Vous serez constamment mené à faire des allers-retours d'une partie à l'autre au fur et à mesure que votre réflexion évoluera. D'accord. Accompagner. Ok, attends. Voilà. On va terminer avec donc cette partie qui était très intéressante dans la compréhension mot à mot et pas à pas du planning des actions qui permettent d'augmenter des résultats. Ça a été très intéressant. Donc, il est question de savoir ici qu'en tant que consommateur, il est sujet à des sollicitations de marketing, mais aussi en tant que professionnel, le langage désormais doit changer. Il est question à travers ce passage de te différencier désormais des personnes autour des commentaires dans le domaine par la façon dont tu abordes le sujet ou bien certains sujets en ce qui concerne le marketing. Naturellement, il est important de savoir que dans l'optimisation des ressources grâce à une planification, créer et mettre à jour un document peut prendre beaucoup de temps, mais c'est nécessaire. Parce que c'est ce qu'on appelle en termes techniques une feuille de route. Parce que si tu crées par exemple une feuille de route à court terme, alors cela peut peut-être te sembler un plan, cela peut te faire croire que ton plan aura également un gain pendant ce temps-là, mais pas forcément. Donc, il est important de tout faire sur écrit et ne pas anticiper.
marketing digital ne cherche pas et n'a pas besoin d'anticipation. Elle fonctionne selon une feuille de route. Chez nous, par exemple, à Manager Pub Agency, nous avons une feuille de route que nous avons dressée en début d'année. Et c'est ça, une feuille de route que nous sommes en train d'élaborer tout au long de l'année. Donc, il est question d'arriver à l'objectif et de savoir qu'on est arrivé ou qu'on n'est pas en train d'arriver. Il est question de savoir si on est également sur la voie ou sur le trottoir. Le marketing digital donc, demande beaucoup de discipline. Il est important également de savoir que hiérarchiser les efforts selon les étapes progressives sont très importantes. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de te former pour devenir web marketeur. Tu ne saurais le faire si tu ne définis pas tes objectifs au préalable. Tu ne saurais le faire si tu cherches à savoir à quoi ressemble le marché que tu t'apprêtes à convoiter. Tu ne saurais le faire si tu mets sur pied tes stratégies marketing, entre autres le marketing mixte qu'on a vu à l'entame. Tu ne saurais le faire si tu dresses un bon plan d'action. Parce que tout ce que nous faisons, il faut le faire pour gagner. Il n'est pas question que tu mets un projet sur pied et tu te retrouves en train d'aller au-delà des moyens que tu avais prévus. C'est important de savoir que même si tu entres dans un business, même si tu vas faire construire une maison, ça dépend de tout ce que tu fais, tu dois dresser ce qu'on appelle, tu dois hiérarchiser tes efforts afin de les permettre que ce soit étape par étape pour que tu te dises que bon, j'ai atteint telle étape, est-ce que c'est bon, j'avance, sinon je m'arrête là, ainsi de suite. C'est un peu comme, je prends l'exemple de ce rendez-vous que nous avons eu ce matin qui a été à l'origine de ce problème que j'ai eu en fourrière avec la voiture. C'est une dame qui est très, pour moi, j'ai beaucoup apprécié cet entretien parce que j'ai vu en elle beaucoup d'inspiration. Elle a beaucoup d'inspiration. C'est une femme de l'administration même d'abord, mais très fan de l'entrepreneuriat. Et elle est en train, du moins, ça fait 10 ans qu'elle a mis sur le marché un projet de dos, un peu comme Superman et Tanguy et les autres. Seulement, depuis 10 ans qu'elle est en train d'opérer dans ce domaine, elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle ne comprend pas ce qui se passe justement parce qu'elle n'a pas fait ce qu'on appelle une hiérarchisation des efforts. Elle n'a pas fait ce qu'on appelle une planification de son projet. Donc, tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle veut créer une entreprise qui va faire dans la production de l'eau. Alors, elle avait les moyens pour acheter des machines, mais elle n'a pas compris qu'il fallait au préalable faire ce qu'on appelle rédiger un plan d'action pour son projet. Après 10 ans, elle est surprise de se rendre compte qu'elle ne fait que mettre de l'argent, mais il n'y a jamais eu de retour sur investissement. Alors, en faisant appel à notre entreprise, c'est parce qu'elle ne veut pas abandonner, qu'il y a une très bonne chose, et elle veut à tout prix que son projet sorte de l'eau. Elle souhaite à tout prix que ce projet soit aussi installé sur le marché de l'eau parmi les produits qui s'y trouvent aujourd'hui. Nous avons eu pratiquement 2 heures de travail avec elle et si elle conclut ce contrat que j'ai déposé, je vais lui dresser donc ce travail sur un plan tellement professionnel qu'elle aura, je vais lui donner, du moins, moi, de ma garantie à moi, je vais lui donner maximum 2 ans. Sa marque aura déjà 1 an sur le marché. Donc, il est très important d'être discipliné dans la façon dont on veut travailler pour ne pas être en train d'entrer dans les pertes. Et c'est ça, en tant que web marketeur, tu ne dois pas te retrouver dans ce genre de situation. C'est également dans ce contexte-là. Maintenant, un web marketeur doit pouvoir maîtriser les outils informatiques, entre autres Microsoft Word, Microsoft Excel, Google Doc, Google Sheet. C'est important. Pourquoi? Parce que à la place, rédiger un plan d'action de tout un projet d'une vie peut te faire mal à la tête que si tu rédigeais ce plan d'action sur un tableur pour juste voir à quel niveau tu es situé. Donc, c'est important d'avoir la maîtrise de ces documents-là. Voilà. Donc, il est également important de savoir qu'autour de tout ce qu'on a énuméré là, mettre sur pied, utiliser un plan marketing ou boussole.
est important pour les prises de décision. Où, normalement, je suis en train d'aller, quand je dois y arriver, comment je fais pour y arriver, quels moyens je mets à la disposition de ce projet pour y arriver. Il est important de tout faire pour savoir où tu vas. Dans l'exemple du voyageur, c'est un peu ce qu'on a pris. Tu ne saurais te lever un matin, tu te diriges à Général, soit disant que tu vas en voyage sans dire à ta famille où tu vas. Ce n'est pas sérieux. Tu ne saurais te lever et dire que tu vas conquérir le marché de Yaoundé ou de Douala ou de Bafoussam sans connaître la brique de Bafoussam. Généralement, quand on veut entrer dans un marché, on va sur le marché, on cherche si le marché a des opportunités. Et c'est ce qu'on appelle en termes techniques une étude de marché. C'est inévitable parce que quand tu établis une bonne étude de marché, la conséquence directe, c'est que si c'est faisable, alors tu vas effoncer. Si ce n'est pas faisable, tu vas te retenir afin de trouver par une stratégie bien appropriée la faisabilité de ce marché-là. Voilà, donc on a essayé de faire le parcours avec cette partie qui présentait fondamentalement la posture qu'un web marketeur doit prendre quand elle est face à des grands défis, entre autres apporter ce qu'on appelle faire retour sur investissement. Parce que c'est ça la conséquence directe de ce métier. Il faut tout faire pour garantir un retour sur investissement à une entreprise sur une durée bien définie que tu as fixée. Sinon, c'est un échec. Voilà. Demain, on va aborder la partie de cette expérience. C'est une expérience avec une entreprise, Mimine. C'est une entreprise on va aborder ça demain parce que là, on entre dans un cas pratique en mode théorie. C'est une entreprise qui fait dans les vêtements pour enfants en France. Et j'ai bien aimé cette expérience parce que je connais la personne qui est derrière ce projet, la PDG elle-même, Mimine, qui est une femme vraiment très ouverte, qui a beaucoup de bonnes choses qu'elle m'a apportées également et on s'est apporté dans le cadre de la réussite de son projet. Donc, j'avais utilisé son exemple ici pour ce document parce que je voulais à tout prix que beaucoup de personnes sachent que le monde du marketing digital, c'est quelque chose de très formidable. Donc, demain, on va aborder cette partie avec cette expérience de Mimine qui va permettre que tu puisses encore mieux et encore t'implanter et t'asseoir parfaitement dans le domaine. Voilà. Donc, si tu as des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui, tu peux les poser. D'accord, prof. Allô? Oui, tu as des questions? Il me lance un peu, il pleut ici, donc le volume est un peu bas. Oui, donc je demandais si tu as des questions avec tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Bon, pas pour l'instant, peut-être en relisant encore le document. D'accord. Je vais pour demain avoir des questions. D'accord, ça marche. Donc demain, je sollicite qu'on commence plus tôt. On peut commencer, j'ai une réunion à 10 heures et on a 2 heures de travail. Donc, je souhaite qu'on commence soit plus tôt ou après la réunion. Mais je préfère qu'on commence tôt parce que la réunion, c'est un partenaire au Canada qui il peut me prendre plus de temps que prévu. Donc, si on commence à 9 heures, si exactement à 9 heures nous sommes connectés, ça veut dire qu'au plus tard à 10 heures. OK, ça ne me dérange pas. Ça ne me pose pas de problème. Voilà. OK, d'accord. Donc, on dit qu'on se prend à 9 heures demain. C'est mieux qu'on finisse pour que je sois. D'accord, d'accord, prof. D'accord, ça marche. OK, sur ce, tu passes une belle soirée et c'était bien pour aujourd'hui. Tu vas encore réviser et demain, on se retrouve à la même heure. Allô? Oui? OK, OK, Oui. merci. Merci beaucoup, prof. D'accord.
Bonne fin de soirée à toi. Bon, s'il vous plaît, n'oubliez pas les enregistrements. Oui, c'est en train d'enregistrer. Tu voulais que je te les envoie au fur et à mesure? Tu voulais que je te les envoie au fur et à mesure? Là, je peux t'envoyer pour celui Si c'est d'aujourd'hui. possible, oui. Si Voilà. c'est possible, oui. Je t'envoie pour celui d'hier donc, et celui d'aujourd'hui. C'est vrai que celui d'aujourd'hui, je n'ai pas commencé l'enregistrement au début. J'ai oublié de lancer l'enregistrement. Je me suis rendu compte à un niveau, on était déjà à un niveau là. Donc, je t'envoie ça tout à l'heure. Ah, d'accord, merci beaucoup. D'accord, porte-toi bien. OK.